Allô tout le monde, alors bienvenue dans le live avec Andrea Girard, consultante pédagogique. Je suis Andrea. J'espère que vous allez bien en ce printemps, parce que parfois le printemps, on a de la difficulté à se lever au début du printemps. Aujourd'hui, gros sujet, je vais vous parler de l'autisme et vous voyez, c'est affiché avril, mois de l'autisme. Alors c'est certain qu'on va parler de l'autisme tout le long du live et tout le mois d'avril, je vais vous parler de l'autisme sur mes réseaux sociaux. Vous allez voir plein de publications, des outils, des ressources. Alors vraiment, on va faire le tour de ce sujet pour le mois d'avril. J'espère que vous survivez aujourd'hui au poisson d'avril d'ailleurs, parce qu'on est le 1er avril et il y a quelques personnes qui font des mauvais tours. Dans mon cas, il a fallu que j'innove dans mes tours puisque ma fille a deviné mon tour hier avant qu'on aille se coucher. Et encore aujourd'hui, c'est très drôle parce que j'ai créé une diversion. J'ai ressorti un vieux jouet dans la cave, donc une piscine à balles. Ils ont joué là-dedans, mais ils se doutent qu'il y a un autre tour de caché quelque part et ils ne le trouvent pas. Et tantôt, il était un petit peu frustré. On dit, tu vas-tu nous le dire avant ton live? Mais non. Alors, ils sont encore à la recherche du tour que j'ai fait dans la maison. Pour le live d'aujourd'hui, sur l'autisme, je veux vraiment clarifier les termes, tous les termes qui ont en lien avec l'autisme. Parce que des fois, on prend pour acquis que les gens savent c'est quoi l'autisme, vu qu'on en parle beaucoup. Mais c'est pas si acquis que ça non plus, parce que des fois, ça arrive, je suis dans les lieux publics, puis j'entends quelqu'un dire « Hey, la personne, qu'est-ce qu'elle a? C'est étrange son comportement. » Puis ben, je dis ben, « C'est parce qu'elle est autiste, d'après moi, là, si je regarde le comportement. » Alors, c'est important de parler c'est quoi l'autisme, de démystifier toute la terminologie, de parler des difficultés, des forces aussi des enfants pour mieux les aider dans leur scolarité. Et justement, je vais avoir un live, celui du 15 avril, dédié uniquement sur les conseils pour favoriser l'apprentissage des enfants autistes. Live que je vais être accompagnée avec Valérie Jessica Laporte du Royaume d'une Asperger. Et aussi pour accepter la différence, parce que des fois, on n'en parle pas assez des caractéristiques en lien avec l'autisme, puis c'est important d'en parler pour mieux accepter la différence chez les autres. Et je vais terminer en racontant une histoire que je fais lors d'une séance de yoga pour enfants, lors de la relaxation à la fin, où est-ce que je valorise énormément l'unicité de chacun et le fait d'accepter sa différence et d'accepter la différence des autres. Alors, on va commencer tout de suite avec une définition de l'autisme. Et premièrement, on va mettre au clair que l'autisme, c'est un trouble qui est neurodéveloppemental, donc c'est pas nécessairement quelque chose qui est génétique. Je sais qu'on en parle de la génétique beaucoup. Des fois, il y a un lien ou pas, mais c'est surtout neurodéveloppemental. Et en fait, ça peut apparaître dans la petite enfance, mais il y en a que ça se voit uniquement à l'école et il y en a d'autres que ça va être diagnostiqué uniquement à l'âge adulte. Donc, l'autisme est vraiment variable pour chacune des personnes. Dans l'autisme, il y a l'autisme, bien sûr, mais il y a aussi l'Asperger. Et il y a aussi les troubles envahissants du développement non spécifiés. Donc, souvent, on va dire en terminologie les TED non spécifiés, parce qu'il y a le trouble envahissant du développement, le TED, mais il y a aussi le trouble envahissant du développement non spécifié. Et celui-là fait partie du TSA, le trouble du spectre de l'autisme. Alors, je sais que c'est beaucoup de codage, mais quand même, c'est important d'en parler parce que souvent, des fois, je vois des blogs, puis il y en a qui écrivent « Mon fils est TSA », puis l'autre dit ben, « C'est quoi TSA? » Ben, c'est le trouble du spectre de l'autisme. Il ne faut pas confondre non plus avec le TAS, qui est un trouble d'apprentissage spécifique. Alors, on va essayer de vraiment de démêler toutes les terminologies. Peu importe, dans tous les cas, qu'on soit Asperger ou qu'on ait un TED non spécifié, il y a vraiment deux domaines qui présentent vraiment des difficultés. C'est vraiment au niveau de l'interaction sociale et de la communication et aussi des fois du comportement, activités et tous les intérêts. Des fois, ils ont des champs d'intérêt spécifiques ou restreints. Alors, ces deux domaines-là qui sont les interactions sociales, les communications et l'autre, les comportements, activités, les champs d'intérêt spécifiques, c'est deux domaines qui présentent des difficultés chez les TSA. Et là, on va démêler, on va commencer avec l'autisme.
L'autisme, écoutez, c'est pas tous les autistes qui vont avoir besoin d'un soutien scolaire. C'est pas parce que tu es autiste que tu as besoin d'une intervenante à côté de toi en tout temps, parce que l'autisme est très, très, très large. Vraiment, le trouble du spectre là, de l'autisme, il y en a qui ont besoin d'accompagnement tout le temps et d'autres, c'est pas nécessaire. Et les capacités cognitives sont variables et l'enfant va avoir des forces, des difficultés et ça va varier vraiment d'une personne à l'autre. En général, il y a 3 zones principales de difficulté dans le spectre de l'autisme, qui est la communication, le langage, les interactions sociales spécifiques et les comportements, les champs d'intérêt. Alors, dans la communication et le langage, on va retrouver des retards de langage ou des façons inhabituelles de parler. Et c'est important de le dire parce que ce ne sera pas la même chose chez l'Asperger. Dans l'autisme, par contre, il va avoir un retard de langage. Il va avoir aussi une écholalie. L'écholalie, c'est le fait de répéter immédiatement ce qu'une personne vient de nous dire. Alors, si vous voyez quelqu'un qui fait ça, il ne faut pas paniquer, il ne faut pas dire qu'il est bizarre, c'est juste parce que ça fait partie de l'autisme. Il y a aussi la compréhension littérale du discours. Donc, il faut faire attention aux expressions qu'on va leur dire parce que tout ce qui est abstrait, les autistes ne vont pas rentrer dans ce monde-là. Ils aiment ça, le concret. Alors, on va faire attention à notre discours pour que ce soit le plus concret possible. Des fois aussi, au niveau de la communication, il y a des troubles au niveau du langage qui est stéréotypé ou répétitif. Et parfois, il y a des difficultés au niveau du ton, soit de parler trop fort, trop bas, ou même dans le rythme. Alors, parler trop rapidement ou trop lentement. Au niveau de l'interaction sociale, il peut y avoir de l'évitement social, des difficultés, bien entendu, dans les relations sociales, et celui qu'on retrouve le plus souvent, l'évitement de contact visuel. Alors, c'est assez difficile pour les gens qui sont autistes de regarder dans les yeux et même de maintenir le contact. Ça s'apprend, on peut leur apprendre bien sûr avec des pictogrammes, avec de l'aide, mais c'est assez difficile quand même et c'est un gros défi pour eux aussi quand on leur demande de soutenir le regard. Ils ne se sentent pas nécessairement bien dans leur corps et il faut penser à ça, il faut respecter ça. Difficulté aussi à créer des relations véritables, difficulté à interpréter les signaux sociaux, ça c'est vraiment pas évident, alors il faut essayer de les aider. Difficulté à montrer de l'empathie. Alors, il y en a des fois, ils vont dire c'est difficile avec mon enfant autiste parce qu'il ne me montre pas des émotions ou il ne veut pas de câlin, mais c'est parce que c'est pas qu'il ne veut pas, c'est que c'est pas dans lui, c'est difficile et en plus, il y a de la difficulté à décoder les signaux sociaux. Donc, lui, il ne peut pas deviner que vous voulez avoir un câlin et d'avoir de l'apathie aussi si vous vous sentez triste, ce n'est pas non plus quelque chose qui va venir naturellement. Par contre, comme je vous ai dit tantôt, c'est toujours possible de leur apprendre. Au niveau des comportements, champs d'intérêt et des habitudes qui peuvent être restreintes ou répétitifs, il peut y avoir des dépendances excessives, des comportements répétitifs ou rituels. Alors, des fois, il peut y avoir des rythmes même avec leurs mains ou un comportement avec un objet aussi. Il peut y avoir des intérêts très, très intenses pour quelque chose. Soit un intérêt très intense pour des dés. Des fois, ça peut être un intérêt intense pour une sorte de texture de crayon. Alors, des fois, ça peut être des jouets. Des fois, ça pourrait être du linge. Alors, il y a vraiment des intérêts très intenses pour quelque chose ou une activité aussi. Alors, des fois, peut-être un intérêt très, très marqué pour la science. Des jeux aussi qui sont répétitifs et des fois, ils ont des attentions inhabituelles à des détails. Alors ça, là, je sais qu'il y en a qui vont dire, oui, c'est vrai, c'est fatigant, ça arrive, mais c'est normal, ils sont comme ça. Alors, il y a des petits détails que pour nous, c'est comme on pense pas à ça, mais eux, ils vont le remarquer, ils vont me dire. Puis, si on se met à les écouter, ça peut des fois être très éducatif, même pour nous, là. Alors, des fois, ils peuvent avoir une attirance, je sais pas moi, pour des roues de voiture, peut-être aussi pour des serrures dans la maison. Puis on dit, mais pourquoi eux autres, ils remarquent ce détail-là et ils ont une attirance pour ça? Alors, ça, c'est au niveau de l'autisme. Il va y avoir aussi d'autres difficultés aussi là, qui vont être reliées à ça. Souvent des troubles de sommeil, des fois des déficits moteurs. Ça se peut. Alors, il y a d'autres difficultés aussi qui peuvent être présentes. Mais il y a aussi des points forts. Il n'y a pas juste des difficultés. Et les points forts, c'est important de tenir compte lorsqu'on va vouloir, je dirais, favoriser l'apprentissage pour eux parce qu'ils ont une excellente mémoire visio-spatiale. Ça veut dire que quand on leur apprend quelque chose, si on ajoute une image, ça va vraiment les aider à avoir tout de suite une image concrète dans leur tête de qu'est-ce qu'on veut leur apprendre. Et ça, je vais y revenir plus en détail dans le live du 15 avril, comme je vous ai dit, où est-ce que là, je dédie totalement sur favoriser l'apprentissage d'un enfant autiste.
Ils ont aussi des très bonnes aptitudes visio-spatiales, donc faire des casse-têtes, c'est excellent pour eux, ils sont capables et c'est très bon pour eux. Ils ont de la faculté aussi au niveau de la mémorisation, capacité à retenir des noms, des dates, des faits. Des aptitudes aussi pour le raisonnement non verbal, du décodage de texte. Mais le décodage de texte, il faut faire attention de ne pas leur remettre un grand texte. Des fois, ajouter des plus gros titres, des sous-titres un petit peu plus petits et ensuite rapetisser. Donc, d'essayer d'épurer le texte qu'on leur donne parce qu'ils lisent quand même assez rapidement et ils mémorisent assez vite. Ils ont aussi des fois des aptitudes musicales et d'autres talents artistiques plus développés. Alors ça, c'est ce qui fait un peu le tour de l'autisme. Alors, si jamais vous voyez, et ça, je vais vous en reparler tantôt, ou vous avez des doutes pour votre enfant sur quelques symptômes, je vais tout vous dire qu'est-ce que vous allez faire à ce moment-là. Et si vous en voyez, comme je vous dis, des personnes dans un magasin, dans la rue, que, comme je vous disais, ils peuvent avoir une écholalie, ils peuvent avoir des comportements comme ceux que je vous ai nommés, ben, pensez que c'est peut-être juste lié à l'autisme. C'est normal. Puis, soyez attentifs si jamais la personne a besoin d'aide et on va respecter les différences. C'est quoi maintenant le syndrome de l'Asperger? Parce que là, il y en a qui vont dire, ben, c'est pas l'autisme. Ben oui, c'est l'autisme. Ça fait partie du trouble du spectre de l'autisme. Mais l'Asperger a, ben, je dirais un peu moins de difficultés parce que ce qui arrive, c'est qu'eux autres, ils ont des capacités cognitives, je dirais, très développées. Par contre, ça va contraster avec leurs comportements sociaux. C'est surtout là la difficulté des personnes qui sont Asperger. Dans le fond, on va avoir des difficultés au niveau des interactions sociales. Il peut y avoir aussi des retraits sociaux. Comme je vous ai dit tantôt, ce qui revient souvent, c'est le contact visuel. Ça aussi, ça va être difficile à avoir et à maintenir. Par contre, vu que leurs capacités sont très, très développées au niveau cognitif intellectuel, contrairement à l'autisme qui a un retard de langage, chez les personnes Asperger, dans la petite enfance, on va avoir un langage qui va vraiment être très développé, qui va être même avec un vocabulaire complexe. Et ça, on peut voir ça dès le jeune âge. On va voir aussi comme difficulté chez les Asperger un peu un sens de la responsabilité sociale peu développé. Ils ne penseront pas nécessairement à aller s'engager dans leur communauté. Ils ne penseront pas non plus à dire qu'il faut vraiment qu'ils fassent une différence dans leur communauté. Alors, ils n'ont pas cet aspect-là. Ils ont aussi des fois peu d'expression sur leur visage. Ils peuvent avoir aussi une anomalie de la parole au niveau, comme je disais, du ton, du rythme. Parfois aussi, dans les contenus, les préférences des activités, ça va être limité. Dans les champs d'intérêt, ça va être limité à 1 ou 2 champs d'intérêt. Par contre, chez les Asperger, comme leurs capacités cognitives sont assez développées, on va retrouver souvent des troubles d'anxiété, de perfectionnisme. Et surtout dans les situations sociales, ça c'est encore pire. C'est là des fois que l'anxiété va encore plus augmenter. Alors, c'est important d'être attentif à ça. Aussi, les champs d'intérêt, c'est ça, sont des fois inhabituels aussi. Ça se peut aussi que les textures, ce soit difficile. Et ça, j'en sais quelque chose. J'ai un enfant que pour elle, les textures, c'est difficile. Les habits aussi. S'habiller, ça peut être tout qu'un défi. Elle n'est pas autiste, mais elle a une hypersensibilité au niveau des textures. Des fois, ils vont avoir des maniérismes au niveau des doigts, avec peut-être un besoin d'avoir des objets tout le temps, de bouger. Et ça, on va vous en présenter aussi dans les prochains lives. Et c'est sûr qu'il peut y avoir des difficultés à porter attention. Mais chez les Asperger, ils ont vraiment des points forts aussi, comme je vous disais, au niveau du langage, au niveau de la mémoire. La mémoire, elle est vraiment très, très excellente au niveau des faits, des noms. Surtout s'il y a un champ d'intérêt, ils vont tellement avoir une expertise incroyable s'ils sont passionnés de quelque chose. Et ça va être souvent des gens qu'on va vouloir engager, même dans des entreprises, parce qu'on va dire, wow, ils ont tellement été passionnés sur un sujet, ils l'ont connu de A à Z, et ils le maîtrisent, et ils ont tellement une bonne mémorisation qu'ils savent ça par cœur. Alors, c'est des gens très efficaces là, au travail quand même, dans un de leur domaine. Ça peut être des gens aussi avec une très bonne mémoire et qui vont avoir de la facilité pour réussir au niveau des sciences, des maths. Et vraiment, ils ont une capacité avec des compétences là, visuelles et concrètes très, très développées. Par contre, je fais ici une petite parenthèse. Et je vous présente ce livre-là. Je ne sais pas si vous le connaissez, L'univers doué, qui parle de la douance.
Et dans un autre live, dans un autre mois, peut-être, je vous parlerai de la douance, parce que moi, je vis plus avec ça, la douance. Mais mon garçon, je dirais, je vais prendre mon garçon en exemple, entre la douance et l'Asperger, des fois, la ligne est très, très mince. Ça, là, mon garçon, c'est mon recherchiste du contenu au niveau de la science, pour vous dire, dans tout ce qui est YouTube, parce que c'est lui qui, honnêtement, lui, c'est ça, il est passionné de la science, il maîtrise tous les sujets, il m'arrive avec des explications scientifiques pas croyables. Et même, je ne sais pas si vous avez vu une des vidéos qu'il a présentées aussi sur les mines, parce qu'il est passionné des mines d'or. Puis là, il me racontait tellement des affaires que j'ai dit, wow, c'est intéressant, je pense que je vais te filmer. Alors, des fois, ça se peut qu'on ait des doutes. Moi, j'ai eu des doutes longtemps pour l'Asperger et finalement, ben, les spécialistes m'ont dit que c'était plus la douance. La seule différence, c'est ça, c'est qu'il n'y avait pas tant de difficultés au niveau du contact visuel et il était capable de rentrer en relation avec les autres quand même facilement. Et dans ce livre-là, ici, il y a une place sur l'univers doué qui dit justement c'est quoi la différence entre le syndrome d'Asperger et le THQI. Le THQI, c'est le très haut quotient intellectuel. Alors, j'essaie de ne pas me tromper non plus parce qu'il y a beaucoup de codes. Alors, la différence, mettons un très haut quotient intellectuel va avoir de l'isolement social et va être de nature un peu plus indépendant. Mais le syndrome d'Asperger, c'est pas qu'il va être isolé, qu'il va vouloir s'isoler socialement, c'est plus une incompréhension des normes sociales. Et c'est pas non plus qu'il va être indépendant des enfants de son âge, comme le très haut quotient intellectuel, mais lui va plutôt être non doué avec des enfants de son âge. Je ne sais pas si vous saisissez la différence, mais comme je vous dis, la ligne est assez mince quand même des fois dans les comportements et dans les points qu'on voit chez nos enfants. Mais il y a quand même des petites différences. Exemple, pour le vocabulaire que je vous parlais tantôt, je lui ai dit, tu sais, l'Asperger, lui, dans la petite enfance, son vocabulaire va être complexe, très développé, mais on va aussi voir une hyperlexie. Donc, souvent, c'est des enfants qui vont avoir une capacité de lecture qui va être très avancée. À 3 ans, ils peuvent déjà savoir lire des livres seuls. Tandis que chez le très haut quotient intellectuel, c'est plus au niveau du vocabulaire qui va être avancé, sophistiqué. Alors, il y a des petites nuances comme ça. Et je termine en parlant brièvement, c'est quoi le TED non spécifié? Si vous avez manqué le début du live, j'ai expliqué que dans le trouble du spectre de l'autisme, il y a l'autisme, l'Asperger et le TED non spécifié, trouble avançant du développement non spécifié. Et ça, c'est plate parce que j'aimerais vraiment ça l'expliquer, mais il ne s'explique pas beaucoup. C'est assez vague. Moi, j'ai déjà eu à travailler d'une garderie avec un enfant qui était TED, justement, mais lui, il était TED, pas TED non spécifié. Et même dans le TED, le trouble avançant du développement, il y a des caractéristiques spécifiques. Ça ressemble à l'autisme, mais c'est toujours un peu difficile à expliquer parce que c'est vague. Et dans le TED non spécifié, c'est encore pire. C'est très vague, mais ça ne correspond pas à l'autisme. Et je dirais que ça, c'est le diagnostic que les spécialistes vont donner quand ils ne savent pas dans quoi le rentrer. Ils ne savent pas le mettre dans l'autisme, ils ne savent pas le mettre dans l'Asperger, ils ne savent pas le mettre dans le TED. Alors là, ils vont rentrer ça là-dedans. Mais la seule chose que je veux dire par rapport au TED non spécifié, ce qui arrive, c'est que des fois, quand il y a un enfant qui a un TED non spécifié à l'école, on va dire, ben, il n'est pas autiste, il a un TED non spécifié. Alors, on va lui donner un peu moins de soutien ou un peu moins d'accommodation, alors que ben, c'est pas vrai parce que cet enfant-là, il a autant besoin qu'un autiste, autant besoin parfois qu'un Asperger d'avoir du soutien, d'avoir des accommodations et d'avoir des services. Et ça peut vraiment désavantager un enfant si on se fie au diagnostic du TED non spécifié pour donner un peu moins de services. Alors, il faut vraiment faire attention à ça. Et en cas de doute, si vous avez des doutes dans tout ce que j'ai nommé, des difficultés, des forces, allez voir vraiment un spécialiste. La démarche à faire, c'est d'en parler en premier à son médecin ou à son pédiatre, si vous en avez un. Et ensuite, il va y avoir des démarches qui vont s'enclencher avec le public. Si jamais ce n'est pas possible, parce que le public est très, très long, on ne se le cachera pas, toujours possible d'aller au privé, mais là, il faut vraiment investir de sa poche environ 2000 $ pour voir un neuropsy, mais vous allez être, je dirais, plus sûr rapidement de savoir qu'est-ce que votre enfant a. Le diagnostic va des fois être un peu plus précis parce que des fois, dans le public, ce qui est long, c'est que là, on voit un psy qui va peut-être dire qu'elle pense que c'est ça, on voit un autre spécialiste qui passe à une autre affaire. Donc, des fois, ça peut être long, surtout quand notre enfant ne correspond pas spécifiquement à un trouble, qui a vraiment des caractéristiques dans plusieurs troubles.
Aussi, si jamais vous pouvez y aller dans un centre intégré universitaire de santé et de services sociaux, CIUSSS, si vous êtes capable d'aller là, c'est possible aussi de vous présenter et de parler de votre enfant, de dire les soupçons que vous avez, les doutes que vous avez, et eux vont être capables d'acheminer votre demande aux ressources spécifiques. Donc, des centres universitaires, des fois, on ne pense pas à ça, mais on peut vraiment aller aussi leur demander des services pour avoir des ressources pour son enfant. Et aujourd'hui, avec la science, c'est incroyable qu'est-ce qui avance. Alors aujourd'hui, je vois des troubles même que je connaissais même pas. Récemment, il y a 1 an ou 2, je pense, j'ai appris un nouveau trouble parce qu'on pensait vraiment que l'enfant était autiste. Et la maman me disait, ben finalement, il n'est pas autiste, il y a un trouble de développement non verbal. Fait que là, ça, c'est un nouveau diagnostic aussi qui est assez récent parce que ben, la science évolue, les spécialistes aussi évoluent dans leurs connaissances. Et c'est pour ça que je vous dis aller consulter, voir qu'est-ce qu'il y a, parce que des fois, c'est semblable, vraiment très semblable à l'autisme, mais finalement, c'est plus des fois au niveau d'un trouble de développement non verbal, au niveau du décodage non verbal, mais les autres difficultés ne correspondent pas à l'autisme. Alors, c'est toujours important d'aller consulter. Et à travers tout ça, comme je vous ai dit, ils ont des difficultés, ils ont des forces, mais on parle aussi de la différence. Et pour moi, c'est très, très important d'accueillir la différence et la valoriser. Parce qu'à quelque part, même si la personne est autiste, douée, qu'elle est Asperger, trouble de développement non verbal, TDA, n'importe quoi, TDAH, alors on pourrait tous les nommer, même à ça, on est à quelque part tous différents, on est tous uniques. Et plus on va accepter ça, plus on va le reconnaître, plus on va accueillir qu'on est tous différents et que c'est très bien comme ça, ben, plus on va le valoriser et mieux on va accepter la différence aussi des autres. Et pour accepter, montrer à mes enfants comment accepter leur différence et accepter la différence des autres, ben, j'ai conçu une histoire que je faisais pour le yoga enfant, à la fin pour la relaxation, pour vraiment avoir un impact. Alors, c'est une histoire qui permettait de créer un impact au niveau kinesthésique, je vais vous expliquer pourquoi, au niveau visuel, parce qu'on se créait des images. Et vraiment, on arrivait vraiment à stimuler l'enfant pour qu'il y ait une belle image de lui et qu'il se sente bien à la fin et qu'il acceptait très bien sa différence. C'est parti du fait que mon garçon, justement, m'avait dit qu'il se sentait un peu des fois différent des autres, puis je voyais un peu son estime un petit peu diminuer, puis je voulais vraiment le valoriser là-dedans, puis lui montrer que pour moi, ben, même s'il était différent, c'était pas grave et que j'acceptais très bien sa différence. Puis après ça, qu'on ait fait cet exercice-là de visualisation, j'en ai jamais comme entendu parler après qu'il se sentait différent, il se sentait très bien, puis ça allait très, très bien. Alors, pour faire l'exercice, la première des choses, c'est ça que je suis en train de préparer pour vous montrer. Et que ça ait un impact kinesthésique et concret. Hein. On essaie d'aller dans le concret le plus possible et moins dans l'abstrait. J'avais pris ici, dans le fond, des petites roches. Et le but, si vous voulez faire l'exercice, c'est soit d'avoir des pierres précieuses, mais d'essayer d'avoir une pierre de différentes couleurs pour chaque enfant de votre famille, si vous le faites avec votre famille. Si vous le faites dans votre classe avec les enfants, ça va être une petite pierre précieuse ou une roche. Nous, on avait pris des roches qu'on a peinturées et la consigne, il ne fallait pas qu'il y ait une roche pareille. Donc, s'il y avait 2 bleus, ben, il fallait que celle-là qui était bleue, la deuxième, peut-être, on ajoutait des points roses. Alors, on essaie vraiment de peinturer là, des petites roches comme ça ou de prendre des pierres précieuses. Il faut vraiment qu'on en ait de toutes les couleurs pour chaque enfant. Alors, si vous avez une classe de 20 élèves, vous faites 20 pierres différentes, 20 roches différentes. Si c'est avec vos enfants, et comme moi j'en avais 3, ben, il fallait au moins qu'il y en ait 3 différentes. Et ensuite, ben, on va demander aux enfants de venir se choisir une roche dans le pot, la roche qui soit leur ressemble le plus. Ça, c'est trop abstrait de dire la roche qu'ils aiment le plus, la roche qui leur fait sentir du bien. Et là, ils vont venir se prendre une roche, ils vont la garder dans leurs mains et là, on va leur dire d'aimer cette roche-là, comme si c'était eux, parce que ça les représente eux. Et ensuite, on va les inviter à se détendre, donc se coucher sur un tapis, sur une serviette. On va les inviter à respirer, relaxer. Et là, on va les amener dans un monde de relaxation pour qu'ils se sentent bien en disant, écoute, la roche que tu as dans les mains te représente, tu te sens bien avec elle et tu es fier de cette roche-là. La roche, c'est la couleur
qui va vraiment te représenter, qui va te permettre de t'illuminer. Et si tu te promenais et tu observais un arc-en-ciel, qu'est-ce que tu remarques? Un arc-en-ciel a plusieurs couleurs. Quelles sont les couleurs de l'arc-en-ciel? Un arc-en-ciel a du violet, a du indigo, du bleu marine, a du bleu, a du vert, du jaune, du orange et du rouge. Un arc-en-ciel est composé de 7 couleurs différentes. Et qu'est-ce qui rend magnifique un arc-en-ciel? C'est qu'elle est composée de différentes couleurs. C'est pour ça que les gens veulent la regarder. Si l'arc-en-ciel était toute de la même couleur, on ne voudrait pas l'observer. Alors toi, tu es comme une des couleurs de l'arc-en-ciel. Avec ta roche, tu fais partie de cet arc-en-ciel qui est si magnifique et qu'on veut tant observer parce que tu te démarques par ta couleur. Et ensuite, on termine. Là, moi, je terminais la séance de relaxation. Alors, on commence à bouger les parties du corps, on s'assoit. Et ce que j'amenais à faire après, vu que là, les enfants sont d'un moment de détente, puis ils admirent l'arc-en-ciel, puis ils trouvent qu'il représente une des couleurs de l'arc-en-ciel. Et là, j'invitais les enfants à s'asseoir et à amener la roche ensuite au centre. Alors, on s'assoyait tous en rond et on créait un centre et on amenait toute notre roche au centre. Et si vous le faites en famille, comme moi je l'avais fait en famille, là on dit, on apporte toutes nos couleurs au centre pour former notre propre arc-en-ciel familial. Alors, on est la plus belle famille qui soit parce que nous, on forme aussi un arc-en-ciel. On a tous des couleurs différentes, on s'accepte tous dans nos différences et on forme un bel arc-en-ciel. Donc, on va être fiers de nous. Et si vous le faites dans la classe, parce que cet exercice-là peut très bien se faire aussi dans la classe, vous amenez les 20 roches au centre à la fin et vous dites que vous êtes la plus belle classe qui soit. Vous formez un arc-en-ciel extraordinaire parce que vous aussi, vous acceptez que chacun a sa propre couleur. C'est ça qu'on veut vraiment ancrer dans la tête des enfants. Et que les adultes aussi doivent s'ancrer dans la tête, que tout le monde a sa propre couleur. On n'a pas besoin d'être tous pareils. On a tous une couleur et c'est ça qui fait qu'on est tous magnifiques. C'est vraiment, si on était tous pareils, puis c'est vrai, là, pensez-y, si on est tous pareils, l'arc-en-ciel, là, c'était tout bleu, on ne voudrait pas la regarder. Ce qui fait qu'on la regarde, c'est qu'elle a 7 couleurs différentes qui sont réunies ensemble. Alors, plus on va valoriser qu'on a tous une couleur différente, mais que réunis ensemble, c'est magnifique parce qu'on s'accepte tous et on peut tous briller ensemble, plus qu'on va accepter nos différences. Alors, j'espère que l'histoire que je vous ai racontée va vous inspirer. J'espère que vous allez la reproduire dans votre famille ou à l'école ou dans un autre endroit. Parce que je l'ai déjà conseillé aussi à du monde, puis ils avaient vraiment aimé ça pour amener leur enfant à vraiment s'accepter et aussi se valoriser dans sa différence et accepter aussi celle des autres. Et je vous invite à être présent pour tous les jeudis qu'il va y avoir dans le mois, vu qu'on va parler de l'autisme. Le prochain jeudi, qui va être le 8 avril, je vais recevoir Jenny Leclerc de Yoga Santé Nature. Jenny, c'est une prof de yoga, mais c'est aussi une maman d'une enfant à besoins particuliers, une enfant qui est autiste, et elle va vous parler de l'annonce du diagnostic. Et elle a une belle solution aussi à vous proposer si vous vous sentez seul, parce que des fois, on se sent seul comme parent aussi dans toutes les difficultés de notre enfant. Et elle va vous proposer une belle solution dans ce live pour que vous vous sentez un peu moins seul. J'ai aussi le 15 avril que je reçois Valérie Jessica Laporte, qui est la fondatrice du blog Au royaume d'une Asperger, qui va m'aider à apporter sa réalité à ce que je vais apporter comme conseil pour favoriser l'apprentissage des enfants autistes. Et pour les 2 autres journées du mois d'avril, les sujets vont être annoncés au fur et à mesure. Mais c'est sûr qu'il va y avoir un peu de yoga à travers tout ça. Et je vais vous parler aussi des belles ressources qu'on a au Québec, parce qu'au Québec, vraiment, là-dessus, je suis fière de ça. Pas sur d'autres éléments par rapport au confinement, mais là-dessus, je suis fière de ça. On tient compte quand même des autistes, puis on développe des belles ressources quand même au Québec. Et ça, c'est sûr que je vais vous en parler. Alors, on a des beaux camps d'été pour enfants autistes. On a des belles ressources aussi pour les enfants autistes qui sont plus vieux.
Et il y en a une troisième aussi que j'avais notée, que je vais vous parler en temps et lieu. Alors, soyez présents pour les jeudis à 14h, heure du Québec, 20h, heure de la France. Prochain live avec Jenny Leclerc sur l'annonce du diagnostic. Hein, l'annonce qui n'est pas toujours facile, mais elle, vu qu'elle l'a vécu vraiment en tant que maman, et elle va tout vraiment vous parler de ça, vous partager son vécu personnel et elle va vous apporter une belle solution. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne fin de journée avec le poisson d'avril. J'espère que vous ne faites pas trop jouer de tours ou que vous en jouez pas trop. Mes enfants, je ne sais pas s'ils vont découvrir finalement leur tour d'ici la fin de la journée. Honnêtement, je ne penserais pas. J'ai caché du papier de soie dans leurs bottes et ça les fâche vraiment encore de ne pas l'avoir trouvé. Puis je me suis assurée que ça dure longtemps, moi, le poisson d'avril, vu que j'aime ça jouer des tours. Fait qu'ils en ont dans leurs bottes d'hiver parce qu'il annonce froid pour les prochains jours. Et cet été, pas cet été, et en fin de semaine, vu qu'il annonce plus doux, ben, j'en ai caché dans les bottes de pluie. Fait que je voulais être certaine que mon tour, il dure longtemps. Alors, je vais voir ça quand ils vont le découvrir. Je vous l'annoncerai sur les réseaux sociaux. Vous avez juste à me suivre sur ma page Facebook, ma chaîne YouTube, Instagram, nouvellement sur Instagram parce que je ne voulais pas trop être là-dessus à cause que des fois, je me disais, ben, c'est rien que des photos, mais ça va, écoute, hein, on s'adapte à tout. Et sur LinkedIn, par contre, je ne publie pas encore beaucoup sur LinkedIn, mais ça s'en vient avec mon site web qui va être officiellement disponible, je crois, la semaine prochaine aussi au public. Alors, je vous retrouve jeudi prochain pour les jeudis avec Andrea Girard, consultante pédagogique, et je vous souhaite une bonne fin de journée.